autre drame aérien, élucidé cette fois, c'est celui de la Germanwings. Vous vous souvenez forcément de ce crash effroyable dans les Alpes françaises. C'était le 24 mars 2015. Un Airbus A320 qui reliait Barcelone à Düsseldorf en Allemagne était alors volontairement projeté contre la montagne par son pilote dans une entreprise de suicide hors norme qui, à l'époque, avait coûté la vie à ses 149 passagers. Le document que vous allez voir maintenant revient sur le contexte de cette tragédie, les événements qui ont poussé le pilote à passer à l'acte, mais aussi les conséquences de son geste fou dans le contrôle de l'aviation civile. Le 24 mars 2015, 150 personnes ont perdu la vie au cours de l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire de l'aviation. Et cet homme est coupable d'une tuerie de masse. Il n'a probablement pas entendu les coups frappés à la porte. Il se concentrait uniquement sur ce qu'il faisait et ce que ça allait entraîner. Qui était Andreas Lubitz, le copilote ayant volontairement provoqué le crash d'un avion de ligne? Comment expliquer son geste? J'ai décidé de mener l'enquête. C'était prémédité, ce n'était pas un geste impulsif. Aujourd'hui, la compétition fait rage au sein de l'aviation civile. Nos pilotes sont-ils soumis à trop de pression et de stress? Les procédures de sécurité à bord sont-elles assez strictes? C'est comme poser une alarme une fois qu'on a été cambriolé. 150 personnes y ont laissé la vie. Une question se pose. Nos avions sont-ils vraiment sûrs? Il est 9h45 mardi matin à l'aéroport de Barcelone. C'est d'ici que le vol Germanwings 9525 a débuté son dernier voyage. L'avion décolle peu après 10 heures avec 150 passagers à son bord. Germanwings est la filiale low-cost de Lufthansa, la compagnie nationale allemande. L'avion doit effectuer un vol de 90 minutes au-dessus des Alpes pour Düsseldorf. Mais l'appareil n'arrivera jamais à destination. Vers 10h30, l'avion atteint son altitude de croisière à 11 500 mètres. Mais une minute plus tard, le contrôle du trafic aérien repère un problème potentiel. L'avion entame une descente rapide. Puis, plus rien. Étrangement, aucun signal de détresse n'est émis. Depuis une dizaine de minutes, la radio de l'appareil est silencieuse. Le contrôle du trafic aérien constate qu'en 10 minutes, l'avion a perdu 9000 mètres d'altitude et sa trajectoire ne dévie pas lorsqu'il arrive à hauteur d'une montagne à plus de 600 km/h. Les contrôleurs postés à terre constatent que l'avion ne répond pas, sans savoir pourquoi. Adrian, we're getting reports from AFP and also from Reuters that there has been a plane crash in the south of France. La terrible nouvelle de l'accident se propage dans les heures suivantes. Air crash in the Alps, 16 school children and 2 babies among 150 passengers and crew killed. It began to lose height on its approach to the Alps and crashed 10 minutes later. Des recherches en hélicoptère révèlent que l'avion s'est écrasé près du village de Méolan-Revel, à 150 km au nord-est de Marseille. Les débris s'étendent sur plusieurs kilomètres à travers un terrain désolé et stérile, situé à l'écart des routes. Il apparaît rapidement qu'il n'y a aucun survivant parmi les 150 personnes à bord. Plus de 70 victimes étaient allemandes. Parmi elles, 16 écoliers qui revenaient d'un échange scolaire. 51 étaient espagnols et 4 étaient britanniques. Paul Bramley, un étudiant résident à Hull. Martin Matthews, un responsable du contrôle qualité vivant à Wolverhampton. Ainsi que Marina Brandes Lopez Bellio et son fils de 7 mois, originaire de Manchester.
D'après mon expérience dans l'accompagnement de familles ayant perdu des êtres chers au cours de désastres aériens, leur deuil et leur souffrance sont aggravés par le fait que la perte est très soudaine. Ils attendent leur mari, leur femme, leurs parents ou leurs enfants à l'aéroport et ils ne sont évidemment pas préparés à un tel scénario. C'est totalement dévastateur et ça a des conséquences irréversibles sur leur vie. Ça plonge les gens dans un état de choc. Ils n'arrivent pas à y croire et ils sont tourmentés en songeant aux souffrances que leurs proches ont probablement endurées. Tous les membres de l'équipage sont également décédés, y compris le pilote et le copilote Andreas Lubitz. Ce dernier est initialement perçu comme une des nombreuses victimes de l'accident. Dans un premier temps, l'hypothèse d'une défaillance mécanique est privilégiée, donnant lieu à des questions sur la fiabilité de l'Airbus A320, qui est pourtant l'un des avions les plus fiables de l'industrie. Les avions modernes ne s'arrêtent pas en plein vol, comme ça. Et il y a autre chose qui fait que j'avais des doutes. C'était que la trajectoire de l'appareil semblait étrangement maîtrisée durant la descente. L'avion n'était pas hors de contrôle. Certains ont émis la possibilité d'un acte terroriste. Aujourd'hui, lorsqu'un avion disparaît soudainement, on se dit que ça ne peut être que l'œuvre de quelqu'un. Donc on envisage l'hypothèse terroriste. L'impact du crash a été si violent que la majeure partie des débris de l'avion ne sont pas identifiables. L'enquête débute avec les 2 boîtes noires de l'avion. L'une collecte les données du vol, telles que la vitesse et l'altitude. L'autre enregistre les conversations du cockpit. Les boîtes noires offrent l'espoir de résoudre le mystère de l'accident. Mercredi, l'une des 2 boîtes noires est découverte. Mais personne n'est préparé aux révélations choquantes qu'elle contient. Le jour suivant, la terrible vérité commence à faire surface. D'après la boîte noire, le copilote Andreas Lubitz a volontairement précipité l'appareil au sol. Le procureur français se montre formel à ce sujet. Pour actionner la descente de l'appareil, l'action sur ce sélectionneur d'altitude ne peut être que volontaire. L'action sur ce sélectionneur d'altitude ne peut être que volontaire. Voilà ce qui est sûrement arrivé. Après environ 1h30 de vol, lorsque l'avion a atteint son altitude de croisière à 30 000 mètres, le commandant a annoncé au copilote installé sur ce siège qu'il avait besoin d'aller aux toilettes. Il a dit à Andreas Lubitz « Je vous confie l'appareil ». Sur l'enregistrement de vol, on peut entendre la porte du cockpit s'ouvrir et se fermer. Désormais seul à l'intérieur, voici ce qu'a fait Andreas Lubitz ensuite. Il a tout d'abord verrouillé la porte du cockpit, puis a modifié le niveau d'altitude du pilote automatique, passant de 10 500 mètres à 30 mètres, comme ceci. C'est tout ce qu'il avait besoin de faire. Avec ce simple geste, il a entraîné l'appareil et tous ses passagers dans une descente rapide mais contrôlée. Quelques minutes plus tard, le commandant est revenu des toilettes et a tenté de retourner dans le cockpit. Il a sonné à la porte, mais sans obtenir de réponse. Il pouvait donc essayer de sonner à nouveau, mais aussi d'utiliser un code spécial pour entrer dans le cockpit. Mais ce code ne fonctionne pas si la porte a été verrouillée par la personne à l'intérieur. Jim Termini a travaillé comme pilote pour BMI et a volé plus de 3000 heures à bord d'un Airbus A320. Avec l'aide d'un simulateur de vol, il m'a expliqué la trajectoire inattendue de l'avion. L'appareil a donc été entraîné dans une descente. Et bien sûr, à cet instant,
Les passagers de l'avion n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Non, Au départ, l'équipage ne se doutait de rien non plus, c'est bien ça? tout à fait. Il était peut-être en train de modifier le niveau d'altitude, ça peut arriver. Le pilote est revenu des toilettes. Il a frappé à la porte sans avoir de réponse. Et après quelques minutes, j'imagine que la situation est devenue très alarmante. Si je me mets à la place du commandant de bord en imaginant que j'ai entré le bon code, que j'ai suivi la procédure et qu'il n'y a pas de réponse, ça ne m'inquiéterait pas dans un premier temps. Il est tout à fait possible que le commandant se soit dit que son copilote était au milieu d'une manœuvre de vol. Mais après quelques minutes, Ah oui, là je m'inquiéterais. Ne pas obtenir de réponse après avoir frappé à la porte une première fois, c'est une chose. Mais être ignoré après avoir ordonné clairement « Ouvrez la porte maintenant, laissez-moi entrer », si ça m'arrivait, je me mettrais à crier de toutes mes forces. les passagers ont sûrement entendu toute cette agitation, n'est-ce pas? Oui, je suppose que l'équipage a installé un rideau pour essayer vainement d'empêcher les passagers de voir ce qui se passait devant le poste de pilotage. Mais ils entendaient quand même. Ils entendaient certainement ce qui se passait. Et ici, c'était le silence complet. De ce qu'on sait, on pouvait seulement l'entendre respirer. Mais il ne disait pas un mot apparemment. Il restait silencieux. Sur le deuxième écran de vol, on commence à avoir des zones rouges, ce qui indique que nous sommes désormais plus bas que certaines parties du massif montagneux. Est-ce que le copilote pouvait savoir où se situerait le point d'impact? Oui, comme on peut le voir ici. Là, ça devient critique. La situation est vraiment dangereuse. Et nous nous déplaçons à quelle vitesse? Nous avons une vitesse de 270 nœuds, ce qui correspond à 500 km/h. C'est un avertissement. Maintenant, il faut réagir. C'est pour nous dire qu'on se dirige vers... C'est quelque chose qu'aucun pilote ne souhaiterait entendre. Et nous avons tous appris les gestes à effectuer pour rectifier la situation. Mais il est probablement resté les bras croisés. Je suppose. Ça me donne des frissons. Rien que d'y penser, j'ai des sueurs froides. Ok, il va falloir remonter. Si vous n'aviez rien fait, qu'est-ce qui se serait passé? On aurait percuté le sol. Tout de suite? Très peu de temps après. 2 jours après le crash, le directeur général de Lufthansa doit faire face aux médias du monde entier. Tout le personnel de Lufthansa est abasourdi par le fait que l'avion semble avoir été volontairement précipité au sol, ce qui serait l'œuvre du copilote. Des journalistes commencent à poser des questions sur la formation dispensée par la compagnie, ainsi que sur la sélection des pilotes. J'ai une totale confiance dans la sélection, l'entraînement, les qualifications et le travail de nos pilotes. Ils n'ont rien à voir avec cette tragédie isolée. Dans le même temps, les familles des victimes arrivent en voiture sur le site du crash. Ces gens tentent d'assimiler le fait que la mort de leurs proches ne découle pas d'un accident, mais bien d'un meurtre de masse. De plus, aucun des corps n'a été retrouvé intact. La famille de Paul Bramley, l'étudiant originaire de Hull, est présente. Son père, Philippe, peine à trouver les mots pour exprimer son chagrin. S'il y avait une motivation derrière tout ça, nous ne voulons pas l'entendre. Ce n'est pas important. Ce qu'il est, c'est que ça ne devrait plus jamais se reproduire. Mon fils et tous les gens qui étaient dans cet avion ne doivent jamais être oubliés. Je veux qu'on se rappelle de lui. Moi et ma famille, nous reviendrons ici et je veux que le nuage au-dessus de cette ville disparaisse, que la beauté de la nature reprenne ses droits et que ce lieu ne soit pas marqué à jamais par les actions d'une seule personne. Merci, mon fils, Paul. Les parents de Lubitz se rendent également sur les lieux mais restent à l'écart. Qui était donc Andreas Lubitz et pourquoi a-t-il entraîné 150 personnes vers la mort? Le jeune homme sur ces photos semble détendu, insouciant même. Il est difficile de croire qu'il s'agit du même homme qui a précipité un avion contre une montagne française le 24 mars 2015, entraînant sa mort et celle de 149 personnes. Alors qui était vraiment Andreas Lubitz? Au cours des jours suivant le crash,
nous avons appris beaucoup sur l'homme qui est désormais l'un des tueurs de masse les plus tristement célèbres de l'histoire de l'aviation. Je me suis rendu à l'endroit où il a appris à piloter à l'âge de 14 ans, le Westerwald Gliding Club. C'était quelqu'un de très calme, de très réservé, qui était responsable, ou du moins qui donnait l'impression de l'être, comme la plupart des gens qui ont appris à planer ici. C'est tellement tragique et horrible. Les doutes que nous avons, l'absence d'explication, toutes les hypothèses qui ont été évoquées, c'est terrible. Pour Andreas Lubitz, être pilote, ce n'était pas simplement un emploi. C'était une passion, une vocation qu'il a découverte pour la première fois en arrivant ici alors qu'il était adolescent. Les planeurs ne sont qu'une première étape dans sa carrière. En 2008, il passe aux avions à moteur lorsqu'il débute sa formation de pilote professionnel au sein des écoles de pilotage de Lufthansa, d'abord en Allemagne, puis en Arizona. C'est à cette période qu'il commence à entretenir une relation avec une enseignante. Il partage un appartement dans ce quartier de Düsseldorf. Il semblerait qu'au moment des faits, elle aurait été enceinte de son enfant. Lorsque les proches des victimes du crash ont entrepris de venir en France après le drame, la jeune femme devait se joindre à eux. Mais elle aurait changé d'avis en apprenant la terrible vérité sur les agissements de Lubitz. Lubitz est né ici, à environ 130 km de Düsseldorf, dans la ville de Montabaur. Les gens d'ici se souviennent de lui comme d'un jeune homme poli, obsédé par le sport. Comme tout le monde en Allemagne, ils sont abasourdis par les événements. C'était un jeune homme en bonne santé. Il ne fumait pas, il était très sportif, et il me disait toujours bonjour quand il allait faire son jogging. Il n'y avait aucun signe de mal-être ou de dépression. Qu'il ait fait une chose pareille, ça me laisse sans voix. Je n'arrive pas à imaginer qu'il ait pu se suicider en entraînant la mort de 149 personnes. Je ne peux pas croire que quelqu'un ferait ça seulement parce qu'il veut mettre fin à ses jours. Comme beaucoup d'Allemands de la classe moyenne, Andreas a grandi dans une maison de banlieue, située dans un quartier relativement aisé. Il y a passé la majeure partie de sa vie et il y habitait encore de temps en temps. Son père dirigeait une banque locale. Sa mère jouait de l'orgue dans l'église du coin. Et pourtant, derrière ces volets, Andreas dissimulait une part d'ombre. Lufthansa a révélé que peu de temps après avoir débuté sa formation, Lubitz avait pris un congé de quelques mois en raison de son état psychologique. Il aurait apparemment traversé une période de dépression. Une personne sur 4 souffre de dépression. C'est une maladie qui présente différents degrés de gravité. Il y a la dépression légère qui est la forme la plus commune, puis la dépression modérée et enfin la dépression sévère. Les individus atteints de dépression sévère ont tendance à avoir des pensées suicidaires lorsqu'ils sont déprimés. Ils ont besoin d'aide et doivent impérativement arrêter les vols pendant quelque temps. Mais selon les autorités allemandes, ses problèmes médicaux n'étaient pas résolus lorsqu'il est retourné en formation après son traitement. Après les faits, la police a mené des recherches dans son appartement à Düsseldorf et chez ses parents. Leurs découvertes les ont menés ici, à la clinique universitaire de Düsseldorf, l'un des plus grands hôpitaux de cette partie de l'Allemagne. Nous savons que Lubitz s'est rendu ici à plusieurs occasions en quête d'une aide médicale. Il est venu pour la dernière fois le 10 mars, seulement 2 semaines avant l'accident. Nous savons également que la police a trouvé plusieurs certificats médicaux dans son appartement à Düsseldorf, qu'il avait apparemment déchirés, ce qui les a menés à la conclusion qu'il était malade et qu'il essayait de le cacher à ses employeurs. La période mentionnée dans l'un de ses certificats couvrait le jour même où il a précipité un avion dans les montagnes. Par la suite, une autre pièce du puzzle fait surface. Une hôtesse de l'air dont les révélations ont depuis été remises en cause déclare avoir eu une liaison avec Lubitz. Si son nom n'a pas été divulgué,
elle a partagé son histoire avec la presse allemande. Elle aurait rompu avec le copilote en raison de son comportement étrange. Elle affirmait qu'il faisait souvent des cauchemars, qu'il avait des terreurs nocturnes à propos de crash d'avion. Il aurait également été très contrarié car il était persuadé que Lufthansa ne lui permettrait jamais d'atteindre son rêve, son ambition ultime, être commandant de bord sur des vols long courriers. En d'autres termes, il trouvait que sa carrière piétinait. Et il lui aurait également dit, je cite, « Un jour, tout le monde connaîtra mon nom ». Une autre information fait l'effet d'une bombe. Selon les autorités allemandes, les tendances suicidaires de Lubitz avaient été détectées avant qu'il ne débute sa formation de pilote en 2008. À cette époque, il était suivi par un psychothérapeute parce qu'il avait fait des recherches sur le suicide. Comment Andreas Lubitz a-t-il pu obtenir sa licence de pilote professionnel avec un tel dossier médical? Certains facteurs interdisent l'accès à la formation ou entraînent l'exclusion d'un pilote. Parmi ceux-ci, on a l'automutilation, les pensées et comportements suicidaires, les troubles de la personnalité comme la bipolarité, les maladies neurologiques et bien d'autres. Les individus concernés ne peuvent pas intégrer une école de pilotage. Ce système repose sur l'honnêteté des gens vis-à-vis de leur histoire médicale. Et Lubitz a peut-être dissimulé la vérité lors de sa candidature à Lufthansa. Cela signifie également qu'il a dû passer des examens psychologiques auxquels la compagnie soumet tous les aspirants. Mais une fois la formation débutée, Andreas Lubitz n'a pas pu cacher très longtemps à la compagnie aérienne ses troubles psychologiques passés. Une semaine après le drame, Lufthansa fait une annonce fracassante en révélant que Lubitz les avait informés de sa dépression. En 2009, alors qu'il tentait de reprendre sa formation de pilote après sa suspension, Lubitz a envoyé un email à l'école de pilotage, évoquant un épisode dépressif lourd. Durant cette période, il a souffert de dépression et a eu besoin d'une prise en charge. Donc, automatiquement, ça le rendait susceptible de traverser un autre épisode dépressif à un moment dans sa vie. Les individus ayant souffert d'un épisode dépressif ont 50% de chances d'en vivre un autre. Une personne ayant connu 2 épisodes a 80% de chances d'en subir un 3e. Il avait donc besoin de soutien afin de réduire le risque de rechute. Déjà perturbée par l'horreur du crash, la compagnie allemande a vu sa situation s'aggraver suite à cette révélation selon laquelle elle avait été informée de la dépression de Lubitz. Si l'on ne sait pas exactement qui au sein de la compagnie avait eu connaissance de cette information, le fait qu'un pilote ayant souffert de troubles psychologiques ait été autorisé à voler soulève une question. Quelles mesures sont mises en place afin de garantir la sécurité des passagers ? Lufthansa a publié le communiqué suivant. Dans un souci de transparence et d'efficacité, Lufthansa, après plusieurs enquêtes internes, a transmis des documents supplémentaires au procureur de Düsseldorf. Lufthansa continuera à apporter pleinement son soutien aux autorités chargées de l'enquête. Comme toutes les compagnies aériennes, Lufthansa soumet régulièrement ses pilotes à des tests rigoureux. Ce simulateur confronte les pilotes à des scénarios catastrophes et teste leurs réflexes et les limites de leur capacité de coordination. Mais les simulateurs ne sont pas conçus pour repérer les faiblesses psychologiques, surtout si les pilotes les dissimulent. Les pilotes ont des examens médicaux annuels. Ils doivent être conformes aux standards définis par les autorités de l'aviation civile. Concernant l'analyse psychiatrique, il est stipulé que le médecin devrait procéder à un questionnaire évaluant la santé mentale et portant notamment sur l'humeur, le sommeil et la consommation d'alcool. Donc, pour la plupart des pilotes, aucun examen psychiatrique n'est imposé. Selon un ancien pilote, le système en demande beaucoup trop aux équipages qui doivent eux-mêmes déterminer s'ils sont aptes à voler ou non. J'avais des migraines chroniques et violentes qui étaient incapacitantes. Et je savais que durant cette période,
Je n'étais pas apte à piloter. Donc, j'ai pris la décision d'arrêter les vols et de signaler mon état auprès du médecin. J'aurais simplement pu aller le voir, lui dire que je n'avais aucun problème, et j'aurais été autorisé à voler. Et pour moi, c'est inacceptable. La compagnie fait suffisamment confiance aux pilotes pour qu'ils se diagnostiquent et se dénoncent eux-mêmes, en quelque sorte. Si on décide de dissimuler quelque chose pour ne pas nuire à notre carrière, la compagnie n'a aucun moyen de le savoir. Quoique Lubitz ait dit à l'école de pilotage en 2009, la compagnie n'avait aucun moyen de savoir ce qui se passait dans sa tête au moment où il a pris le contrôle du vol 95-25 et verrouillé la porte du cockpit. Cette pièce, isolée du reste de l'appareil, est comme un cocon, un environnement dans lequel on est à l'aise. On connaît les fonctionnalités de tous les boutons et de tous les écrans. C'est notre bureau. Il était probablement obsédé par l'idée de mettre fin à ses jours. Il était focalisé sur cet objectif et incapable de penser aux conséquences, malheureusement. Il est sans doute resté immobile, le regard fixe, en attendant l'impact. Il a dû ignorer tous les signaux d'alarme, ainsi que son instinct naturel qui aurait pu le pousser à sauver l'avion. À ce stade, le crash était inéluctable. Il n'a probablement même pas entendu les coups frappés à la porte ou le bruit de l'interphone. Il se concentrait sur ce qu'il faisait et sur ce qui était sur le point de se produire. Je suis allé voir un homme qui avait une incroyable histoire à raconter. Bonjour Brian. Brian Griffin est un ancien pilote. Durant sa carrière, il a développé une obsession. Précipiter son avion au sol avec tous les passagers à bord. Comme Andreas Lubitz, il souffrait de dépression. Est-ce que vous comprenez ce qui a pu lui traverser l'esprit? Oui, car j'ai eu moi-même des pensées de ce type. Je n'avais qu'une envie, couper le moteur. Ce qui aurait conduit au crash de l'avion. Oui, absolument. Vous seriez mort, tout le monde serait mort. Oui. J'en pleurais la nuit, parce que je ne comprenais pas ce qui m'était arrivé. J'étais focalisé sur le moteur. Et plus j'y pensais, plus j'étais obsédé par l'envie de le couper. Dans ces moments-là, on ne contrôle plus son cerveau. On sait que l'idée qu'on a en tête est totalement stupide, mais on ne peut pas la contrôler. Et ça a duré pendant combien de temps? 18 mois. 18 mois. Et c'est devenu de pire en pire. À tel point que je me mettais à angoisser dès que j'enfilais mon uniforme à l'hôtel. Et après un vol, j'ai dit stop. J'ai décidé d'arrêter et de ne plus piloter d'avion. Parce que je savais que la prochaine fois, j'allais céder à la tentation. Vous auriez vraiment pu provoquer un crash? Sans aucun doute. Lorsque le monde a découvert qu'Andreas Lubitz avait volontairement précipité son avion contre une montagne, le public a été choqué qu'un pilote puisse commettre un meurtre de masse. Mais Andreas Lubitz n'est pas le seul à avoir ainsi mis fin à ses jours. Si le suicide de pilote est rare, il ne s'agit pas d'un cas à part. On considère désormais qu'il s'agit d'un suicide de pilote. Un fait très rare dans l'histoire de l'aviation. Ces 25 dernières années, il doit y avoir une demi-douzaine de cas pour les vols commerciaux. Le commandant Tsu Weming était un pilote de la compagnie asiatique Silk Air. Tsu faisait face à des problèmes d'ordre financier, psychologique et professionnel lorsqu'en décembre 1997, il s'est embarqué pour le vol 185 de Jakarta à Singapour avec 104 passagers à bord. Après 1h30 de vol, le Boeing 787 plonge dans une rivière, tuant toutes les personnes à bord. Les enquêteurs américains concluent que Tsu a volontairement détruit l'avion. 2 ans plus tard, Kamil Al-Batouti, un copilote de 59 ans officiant à bord d'un vol égyptaire de New York au Caire, est soupçonné d'avoir précipité l'avion dans l'Atlantique, tuant les 203 passagers. Al-Batouti, premier officier, aurait auparavant été réprimandé par son supérieur, qui était également à bord et qui l'aurait menacé d'une interdiction de vol.
Mais l'enquête américaine qui conclut un suicide de pilote est contestée par les autorités indonésiennes et égyptiennes. Mais un suicide de pilote survenu en Afrique seulement 18 mois auparavant présente de troublantes similitudes avec le crash de Germanwings. Le capitaine du vol 470 Air Mozambique a quitté le cockpit pour se rendre aux toilettes. Lorsqu'il a tenté d'y retourner, le copilote avait verrouillé la porte et y avait entamé la descente sans que l'on sache pourquoi. Sur l'enregistrement de vol, on peut entendre les injonctions désespérées du commandant qui supplie son collègue d'ouvrir la porte. Le bilan est de 33 morts. Le mystère reste également entier sur le destin du vol MH370 et des 239 passagers qui se sont volatilisés au sud de la mer de Chine. Mais l'une des hypothèses envisagées par les enquêteurs est que le pilote Ahmad Shah Zahari, que l'on peut voir ici s'enregistrer pour son dernier vol, aurait peut-être provoqué volontairement le crash. Il est aujourd'hui plus facile pour un pilote de se suicider à bord de son avion qu'il y a 15 ans. La sécurité aérienne a été à jamais bouleversée par les terribles événements du 11 septembre. Le crash de Germanwings a mis en lumière, et de façon alarmante, le fait que le suicide de pilote est aujourd'hui devenu plus simple, précisément à cause des règles de sécurité imposées en 2001. Après le 11 septembre, toutes les compagnies ont été forcées de transformer leur cockpit en véritable forteresse. Cela permet d'éviter que des terroristes puissent attaquer un avion et en faire un missile guidé. Mais en solutionnant un problème, l'aviation civile en a créé un autre. Que faire si le tueur est déjà à l'intérieur du cockpit? Après le 11 septembre, 3000 agents de sécurité américains ont été placés à bord des avions pour protéger les passagers. Ils sont considérés comme une barrière indispensable contre les attaques terroristes. Il y a 14 ans, des avions de ligne ont pour la première fois été utilisés comme missiles humains. En Amérique, la réponse sur le plan de la sécurité et du contrôle a été de faire du cockpit une forteresse. Dans les avions d'aujourd'hui, depuis le 11 septembre, les mesures de sécurité à bord sont très différentes. L'exemple le plus flagrant, c'est que la porte du cockpit est verrouillée en permanence. En réponse au 11 septembre, les organismes internationaux ont décrété qu'à partir de 2003, toutes les compagnies devaient installer de nouvelles portes dans les cockpits, prévues pour résister aux armes légères et même aux grenades. C'est ainsi que les portes des cockpits sont devenues inviolables. De plus, l'accès au cockpit est contrôlé par un système complexe de verrous et d'autorisation. Si le pilote verrouille la porte, il est impossible pour un terroriste de contourner le système. Mais résoudre un problème n'a fait qu'en créer d'autres. Parmi les pilotes professionnels et les individus, au fait de tout ce qui concerne la sécurité et la réglementation, il y a eu tout un débat sur la pertinence d'instaurer ces mesures sur le long terme. On peut imaginer tellement de situations dans lesquelles les pilotes sont susceptibles de se retrouver en difficulté. Il y avait des inconvénients, mais les décideurs de l'aviation civile et tous les politiciens qui avaient pris ces mesures ont présenté les choses en disant « Regardez ce qui s'est passé le 11 septembre. Ça peut se reproduire si on ne fait rien. » 4 ans plus tard, se produit la première grande tragédie liée aux nouvelles portes. Elle concerne le vol Helios Airways 522, parti de Chypre et à destination de Prague. En 2005, le crash du vol Helios 522 s'est produit parce que les pilotes ont perdu connaissance. Si la porte du cockpit n'avait pas été inviolable, quelqu'un de l'équipage aurait pu y entrer à temps pour les aider et les ranimer. Il aurait fallu qu'ils réagissent dans les 5 minutes, qu'ils remarquent que l'avion n'était plus sous contrôle, qu'ils sonnent à l'interphone sans obtenir de réponse et qu'ils entrent dans le cockpit pour rétablir la situation. S'ils avaient pu faire tout ça assez rapidement, peut-être que l'accident aurait été évité. Mais l'appareil s'écrase dans les montagnes près d'Athènes.
ne laissant aucun survivant. L'enquête des autorités grecques met en cause une erreur du pilote. Mais le rapport mentionne aussi l'impact décisif du manque de communication entre l'équipage de cabine et le poste de pilotage. La porte blindée qui a empêché l'équipage de cabine de porter secours au pilote est l'un des facteurs de l'accident. Un autre risque est lié à ces portes, le fait de laisser les pilotes seuls et sans surveillance dans un cockpit devenu imprenable. Le fait de transformer le cockpit en une forteresse impliquait logiquement qu'il ne devait jamais y avoir une personne toute seule à l'intérieur. Et aux États-Unis, pendant plus d'une décennie, il existait une règle selon laquelle 2 personnes devaient toujours être présentes dans le cockpit. Comme ça, si l'un des pilotes avait besoin de sortir pour une quelconque raison, un agent de bord resterait à l'intérieur de la forteresse avec l'autre pilote. Certaines compagnies européennes, telles que Ryanair ou Aer Lingus, ont pris les mêmes précautions, mais la plupart ne l'ont pas fait. Pour certaines raisons que nous devons étudier, les compagnies et les organismes de contrôle européens ont adopté une attitude plus souple. Peut-être qu'ils pensaient que ça ne leur arriverait pas. Pourquoi l'Europe ne l'a pas fait? Parce que ce genre de choses est extrêmement rare. On ne prend pas de précautions contre un risque qui n'existe pas vraiment, ou dont l'existence n'est pas reconnue. 48 heures après l'accident, EasyJet annonce un changement dans sa politique. 2 membres d'équipage seront désormais présents dans le cockpit à tout moment. D'autres compagnies et organismes de contrôle suivent le mouvement. Il y a donc eu par la suite une réaction des organismes de contrôle européens afin d'instaurer la présence de 2 personnes dans le cockpit en permanence. Mais ces mesures ont été prises après l'accident. C'est un peu comme poser une alarme chez soi une fois que la maison a été vidée par les cambrioleurs. C'est bien, mais c'est trop tard. 150 personnes y ont laissé la vie. Reste une question dérangeante. Quel est l'impact du modèle économique des compagnies low cost sur les conditions de travail des pilotes ? Le grand principe de ce modèle, c'est de faire le maximum d'économies sur les équipages, tout en restant dans la légalité. C'est pour cela qu'ils sont en mesure de proposer des prix avantageux. Andreas Lubitz devient pilote en 2013. Il rêve d'être commandant de bord sur des vols long courriers pour Lufthansa, l'une des compagnies aériennes les plus prestigieuses du monde. N'obtenant pas de poste, il devient copilote pour Germanwings, sa filiale low cost. Il y a plus de 20 ans, l'apparition des compagnies low cost a provoqué une révolution au sein de l'aviation civile. Des compagnies comme EasyJet ou Flybe ont basé leur compétitivité sur les prix plutôt que sur le confort des vols. Des vols pour l'Europe à 10 € ou moins étaient désormais proposés et ont rencontré un grand succès. Toutes les grandes compagnies telles que British Airways, Air Canada ou Air Italia ont dû s'adapter à ce nouveau système. En s'abstenant de lancer leur propre filiale low cost, elles risquaient de perdre énormément en compétitivité. Et dans cette industrie, les marges de profit sont très étroites. Afin de garder leur prix bas, les compagnies low cost rationalisent leurs dépenses de façon drastique. Il n'y a pas de place pour des appareils ou du personnel superflu. Le grand principe de ce modèle, c'est de faire le maximum d'économies sur les équipages, tout en restant dans la légalité. C'est pour ça qu'ils sont en mesure de proposer des prix avantageux. Pour réduire les coûts, une technique très efficace consiste à limiter au maximum la durée des escales. Southwest Airlines, la première compagnie low-cost américaine, a mis en place un temps d'escale moyen de 25 minutes, un procédé adopté depuis par d'autres compagnies. Une fois l'avion posé, les pilotes doivent être prêts à embarquer pour un autre vol au plus vite afin de respecter les plannings serrés. Pendant les escales, les pilotes sont vraiment débordés. Ils doivent penser à leur prochain itinéraire, programmer l'ordinateur de vol en fonction du poids de l'avion, qui change à chaque fois, ou s'assurer que le niveau de carburant est suffisant. Ils ont beaucoup à faire. Si les escales rapides ont permis de gagner en efficacité, un ancien commandant de bord considère qu'elles ont compliqué la tâche des pilotes. On pourrait appeler ça de la pression opérationnelle. On met la pression aux pilotes pour qu'ils utilisent le moins de carburant possible parce que ça évite de perdre de l'argent. On les met sous pression au niveau des escales pour qu'elles soient les plus courtes possibles afin de maximiser la productivité des équipages et des appareils.
Aucune compagnie ne veut qu'un avion soit au sol. Il faut qu'il soit dans le ciel, là où il fait rentrer de l'argent. Pour de nombreux pilotes, ce sont des facteurs de stress qui aggravent la pression inhérente à ce métier. Oui, je pense que les équipages travaillant pour les compagnies low cost font face à bien plus de pression que les autres, parce que les budgets sont beaucoup plus serrés. Une autre mesure clé a été mise en place par les compagnies low cost. Une plus grande flexibilité des conditions d'embauche. En 2015, l'Université de Gand publie un rapport pour l'Union européenne sur les changements repérés dans les contrats des pilotes. Sur plus de 6000 individus interrogés, 80% de ceux étant sous contrat temporaire travaillent pour des compagnies low cost. Le rapport montre également qu'un tiers des pilotes des compagnies low cost a entre 20 et 30 ans, contre seulement un pilote sur 10 dans les autres compagnies. Et l'avenir des jeunes pilotes est parfois incertain. Au sein de l'aviation civile, les contrats temporaires ont été mis en place. Quand des gens font le métier de leurs rêves et qu'ils ne sont pas sûrs que ça puisse durer, ça peut générer beaucoup d'angoisse et d'insécurité. D'un côté, être employé par une compagnie commerciale, c'est très excitant pour un jeune pilote. Et en même temps, ça entraîne une forme de peur, celle de perdre son boulot ou de voir son contrat se terminer sans qu'il soit renouvelé. C'est beaucoup de pression à gérer. Voici le communiqué de l'Association européenne des compagnies à bas prix. Le premier objectif des compagnies aériennes est la sécurité. Et tous les pilotes officiers en Europe sont soumis aux mêmes exigences. Des limites d'heures de vol sont mises en place et surveillées par les organismes de contrôle. Elles sont obligatoires et ne sont pas rattachées à des considérations économiques. L'association ajoute que de nombreux pilotes préfèrent réaliser des vols courts qui permettent une plus grande stabilité au niveau de la vie de famille. Mais la question cruciale est de déterminer si ces conditions de travail ont rendu les compagnies low cost moins sûres. Selon leur rapport, la réponse est non. Aviation Safety Network est un site qui recense tous les accidents sur les vols commerciaux. Leurs recherches sont reconnues par l'autorité de l'aviation civile. D'après leurs informations, depuis la fin des années 1990, les compagnies low cost britanniques sont aussi sûres que leurs concurrentes. L'aviation civile est passée par un certain nombre de changements au cours des dernières décennies. Mais l'avion reste l'un des modes de transport les plus sûrs de la planète. En moyenne, avec les compagnies britanniques, un passager sur 287 millions est victime d'un crash. En comparaison, les chances de mourir d'un accident de la route sont de 1 sur 17 000. Malheureusement, ces chiffres ne réconforteront pas les proches des 150 personnes qui ont perdu la vie lors de ce tragique événement. À travers les paisibles montagnes des Alpes, la recherche des corps a pris plusieurs semaines et la quête de réponse n'est pas encore terminée. Pendant ce temps, les amis et familles des victimes se réunissent pour partager leur deuil. Au sein de l'aviation civile, des changements sont en cours afin de répondre au mécontentement. Si tous les experts n'y sont pas favorables, de nombreuses compagnies ont d'ores et déjà instauré la présence systématique de 2 personnes au sein du cockpit. S'il y avait eu une hôtesse de l'air dans le cockpit au moment où le pilote est sorti et où Lubitz avait verrouillé la porte, elle aurait pu l'ouvrir afin de permettre au commandant de rentrer. Et avoir quelqu'un près de soi, une sorte de soutien, c'est bénéfique pour la dépression. Ça a un impact positif sur l'état psychologique et il aurait été beaucoup plus difficile pour lui d'aller au bout de son plan. Beaucoup de gens ont évoqué l'idée de renforcer les examens psychologiques des pilotes, d'en faire à peu près tous les mois environ. Attention, nous devons être très prudents sur la marche à suivre. Les pilotes subissent déjà beaucoup de pression dans leur vie. Ils passent beaucoup de temps loin de leur famille et ils font un métier qui en demande beaucoup et où ils n'ont pas le droit à l'erreur. Leurs capacités professionnelles sont examinées tous les 2 ans. Ça fait déjà beaucoup de pression. Si on se met à leur faire passer des examens trop souvent, ça risque de les pousser à bout. Actuellement, il n'y a rien qui est mis en place pour protéger les pilotes qui sont confrontés au stress, que ce soit dans leur vie personnelle ou professionnelle. Ça leur permettrait de se faire aider, de trouver un traitement approprié et de poursuivre leur activité en toute sécurité.
Alors que lorsqu'ils ressentent le besoin de se cacher, ça finit par devenir de pire en pire. Et nous avons bien vu jusqu'où ça peut aller. Et la santé mentale peut évoluer très rapidement. Un pilote heureux aujourd'hui peut devenir un pilote très malheureux le jour suivant. Sa copine peut le quitter, sa femme peut le quitter. Il y a des choses comme ça qui nous arrivent à tous. Mais la plupart d'entre nous n'exerçons pas un métier avec autant de responsabilités. Que devraient donc faire les compagnies afin de protéger leurs passagers des pilotes mal intentionnés? Je pense que les compagnies ont besoin d'être plus vigilantes sur la manière dont elles traitent leurs équipages. Il faut les voir comme des personnes pouvant avoir des problèmes, qui ont besoin d'attention. Tout le monde préfère un équipage heureux. Lorsqu'on prend l'avion, on n'a pas envie de voir quelqu'un de grincheux qui fait la tête pendant toute la durée du vol. C'est pareil sur le marché du travail en général, dans beaucoup de secteurs de l'industrie. Il y a vraiment beaucoup de pression pour faire en sorte de réduire les coûts, de faire travailler les gens plus durs. Et je ne pense pas que ce soit une bonne chose, surtout pas dans le secteur de l'aviation. Il faut instaurer des systèmes au sein des compagnies où les gens font attention les uns aux autres, un peu comme des frères et sœurs. C'est le genre de choses à mettre en place. Établir des rapports plus humains. Les bons employeurs font les bons employés et des employés heureux. Ce n'est évidemment pas la première fois qu'un pilote provoque délibérément le crash d'un avion. Mais jamais encore, ce type d'événement n'avait autant ébranlé l'un des piliers fondamentaux de l'aviation civile moderne. La confiance entre les passagers et leurs pilotes. En attendant que celle-ci soit restaurée, pouvons-nous nous sentir en sécurité ?